Y a pas de raison que ça se passe mal. Y a pas de raison que ça se passe mal. Un matin d'hiver, t'es arrivé tout en colère, en train d'insulter le coiffeur qui t'avait loupé. C'est un peu raté pour aller pécho cet été, mais calme-toi donc un peu, tu as toujours de beaux yeux bleus. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. Eh, devinez quoi? Y a une citadelle à Belfort. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et devinez quoi? Elle a été construite par Vauban. Alors la forteresse, elle a été construite très progressivement du 12e jusqu'au 19e siècle. Après l'arrivée de Vauban au 17e, elle a été renforcée pour se protéger des Germains, à l'instar de Besançon. On change pas une recette qui change. Cette citadelle, qu'on appelle également la porte de l'Alsace, ayant le titre de monument préféré des Français, est le résultat de plusieurs siècles d'évolution architecturale. Cette citadelle, elle en a vu passer des événements du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Je vous passe les détails parce qu'on n'a pas le temps. Mais l'événement que l'histoire va retenir, c'est la guerre franco-prussienne. Alors, petit rappel, la guerre franco-prussienne, c'est quoi? Alors, c'est très simple. En 1870, la France a dit à la Prusse « Le royaume d'Espagne, c'est à moi, c'est pas à toi ». La Prusse aurait répondu « Gna 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 ». 3 jours plus tard, la France déclare la guerre à la Prusse. De la douleur dans mon cœur. Tout le monde est contre moi. Et ça, en toute confiance. Je cite Edmond Leboeuf qui a déclaré « Nous sommes prêts et archi prêts. La guerre dut-elle durer 2 ans, il ne manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats. » Espèce d'abruti! Autant vous dire qu'on s'est fait baiser comme en 40. Ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'on s'est fait fister le cul, voilà. Heureusement, il n'y a pas que des branquignoles dans la vie. La ville de Belfort, sous le commandement de Aristide d'Enfer Rochereau, et grâce à la pugnacité de son maire, Édouard Mény, la ville résiste à 103 jours de siège, dont 73 de bombardements. Et c'est sur ordre du gouvernement français que d'Enfer Rochereau livre la ville aux Prussiens. L'armée française quitta donc la ville, l'arme à la main, mais la tête haute. Mieux vaut se rendre dans la gloire que mourir dans la honte. La ville sera occupée de février 1871 jusqu'en 1873. Autant vous dire que le colonel, il a complètement gagné le respect de la cavalerie prussienne. À la fin de la guerre, d'Enfer Rochereau obtiendra le surnom du Lion de Belfort. Vous voulez que je parle du fameux lion qui a inspiré le roi Lion? Érigé entre 1875 et 1880 au flanc de la citadelle, un majestueux lion de grès rose haut de 11 mètres et long de 22 mètres, sculpté par l'artiste colmarien Frédéric Auguste Bartholdi, qui après avoir entendu parler de Rochereau se dit « Mais attends, c'est carrément stylé ». Elle demeure la plus grande sculpture de pierre de France. Dans la même période, Bartholdi travaille sur la fameuse Statue de la Liberté. On dira ce qu'on dira, mais franchement, ça claque, en toute objectivité. Bartholdi a orienté le lion vers le sud-ouest, parce qu'au sud-ouest, il y a le Limousin. Le Lion a été inauguré en 2011 parce qu'ils ont pris leur temps, avec les grèves, les RTT, les congés payés, les manifs, les révolutions, les guerres mondiales, le Téléthon, etc. Durant la Seconde Guerre mondiale, la citadelle ne joue aucun rôle, mais connaîtra de vifs et violents combats lors de la libération en novembre 1944. Alors je ne sais pas comment vous dire que j'ai adoré cette ville, mais je vais quand même essayer. J'ai adoré cette ville. Si vous êtes parisien, ce lion, il vous dira sûrement quelque chose parce qu'il y a le même, place d'Enfer Rochereau, en plus petit. Et Belfort est un des premiers bastions de la résistance française lors de ce conflit, tout comme la citadelle de Bitche. Ah, Belfort. Ensemble, on va vérifier si les habitants de Belfort connaissent bien leur ville. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Nickel, Ah bien. Ça va nickel. Ça va et vous? Bah ça va. Ça va très bien et vous? Ça va et vous? Bah ça va super. Première question, qui a construit la citadelle de Belfort? Ah, je ne sais pas. Alors, C'est pas Bartholdi? Baltori. Je sais pas le dire. Ça commence par un V. Comment ça s'appelle comment ça fait déjà? Le mec qui choisit son blaze, voilà. Il a dit voilà, ah bah si. Non, je sais pas vraiment. Non, vraiment, j'ai pas d'idée. Il était très proche de Louis XIV. Alors ça, c'est pas le constructeur de Lyon. Bartholdi? Oui, voilà, Bartoli. Non. Un célèbre maréchal. Le Lyon, je sais, c'est Bartholdi, mais ça, je sais pas. Vaux.
Je sais plus du tout. Vauban. Après quel événement le lion de Belfort a-t-il été construit? Je ne sais pas non plus. Je ne peux pas vous dire. Seconde guerre mondiale, hein, je suis pas sûr. La guerre. Quelle guerre? Après... Ouais, c'est après la guerre. La guerre. Laquelle? La seconde guerre mondiale. La dernière, la 14... Enfin, la 38-49. Plaît-il? C'était la guerre contre les Allemands. Non, après, C'est avant? avant la première guerre mondiale. Avant 14, en 1914. C'est avant la Première Guerre mondiale. Bataille de Verdun. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Je sais pas. Les gars, venez, c'est trop chaud. Si je me trompe pas, Bagur, toi t'es intelligent. viens. C'est après la guerre de 1870. Troisième question. Quelle est l'œuvre la plus célèbre de Bartholdi? Je sais pas non plus. J'ai des trous de mémoire, là, c'est pas possible, hein. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est qui? C'est qui? Je sais pas. Un indice? Oui. Gustave Eiffel? À New York, Yes. Et Gustave Eiffel, il a été l'architecte de quelle autre tour? Une célèbre statue. C'est la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté. Statue de la Liberté. À part si on considère que c'est le lion de Belfort, c'est la Statue de la Liberté à New York. Et le pire, c'est qu'il a raison. En quelle année le lion de Belfort a-t-il été inauguré? Je peux pas vous dire. Alright then, keep your secrets. Je dirais 1900. Pas loin. 1849. C'est pas possible, vu que c'est juste avant la première guerre mondiale. 2015. Non. 1902, non, je sais pas du tout. C'était 2012, non? Du coup, moi je dirais 1910. 1916. 2011. 2011. Quoi? C'est vrai? Inauguré en 2011? Dernière question. Comment appelle-t-on les habitants du territoire de Belfort? Les Belfortins. Non, je pense les Belfortins, mais... Belfortin. Oui, les Belfortins. La Statue de la Liberté. Exact. Non. Mauvaise réponse. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Terrible. Quoi? Mais cherchez Les francs-comtois? Belfortin, c'est les habitants de la ville. Moi j'étais Hachem, t'as un gars de Belfort. Les Belfortins, non? Mais les habitants du département. Les habitants de Belfort? Comment on appelle quelqu'un qui habite à Belfort? Les T'as bien commencé en disant terrible. Bah, je sais pas, c'est quoi? Les terrifortins. Oh, il était terrifiant, j'avoue. Fortaine, elle était costaud de la dernière. Oui, ça... Mais c'est incroyable. Mec, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans un mauvais film d'horreur. Et comme dans tous les mauvais films d'horreur, il y a évidemment un cimetière. Quelle originalité! Alors selon cette pancarte, nous avons le ballon de Servance, plateau de Bravous, le ballon de Vannes, le ballon d'Alsace, le ballon de Saint-Antoine, Planche de Belfitte, des sapins, Montmernat, les Grottes, Mondorne, Montverrier, but de Vauvenant. Ah, on est gâtés là. Charles-Édouard Jeanneret, plus connu sous le nom du Corbusier, est un architecte suisse dont le génie est assez contesté. Il reçoit en 1950 la mission d'une construction d'une chapelle à Ronchamp où il aura carte blanche. Pour ses plans, il adoptera un point de vue agnostique. Alors déjà, il part mal notre branquignol. On avait dit une chapelle Obélix. Malgré un budget extrêmement restreint, le chantier commence en septembre 1953. Et la chapelle sera inaugurée le 25 juin 1955. Classée au titre des monuments historiques en 1967, la chapelle est très rapidement considérée comme une icône architecturale du XXe siècle et servira de modèle à d'innombrables architectes. Je ne vous cache pas que lorsque j'ai vu la chapelle, je me suis dit... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Déjà, cette chapelle n'a pas de plan symétrique traditionnel. On peut dire que le seul critère qui est respecté, c'est l'orientation de la nef, dirigée vers l'est. Le toit est une gigantesque dalle soutenue par 16 piliers de béton armé. Même pour tout le bâtiment, c'est du béton qui sera utilisé car moins cher que la pierre, plus facilement maniable et, je cite, plus esthétique.
On utilisera de la pierre pour les objets plus sacrés comme l'autel, le bénitier, le dallage du cœur, etc. Donc j'étais sceptique, puis lorsque j'ai compris la source d'inspiration, ça a éveillé mon esprit. La principale source d'inspiration du Grand C, c'est la nature. Érigée au sommet de la colline du Bourg-Lémont, la chapelle n'a pas été construite pour qu'elle s'adresse à Dieu, mais à la nature et au lieu. Pour la forme du toit, Le Corbusier s'est inspiré de la structure du corps des crabes, car ce crustacé a une carapace étonnamment solide pour sa finesse. Les vitraux ne représentent pas de transfiguration, mais des éléments naturels comme des fleurs, des étoiles, du soleil, la mer. Et pour les dimensions du bâtiment, Coco s'est servi du modulor. Inventé par lui-même, il s'agit d'un système de mesure permettant d'utiliser les dimensions de l'anatomie humaine liées au nombre d'or afin de concevoir la structure des habitations. Il me semble que c'est la méthode que Gustave Eiffel utilisait sans le savoir pour concevoir la tour. Mais alors pourquoi cette obsession pour la nature venant du Corbusier? Bien que les motifs présents sur les vitraux que j'ai présentés tout à l'heure sont en réalité des allégories bibliques, la colombe représente le Saint-Esprit, les étoiles représentent la Vierge Marie, etc. Selon Le Corbusier, la nature est, contrairement aux textes sacrés, le meilleur moyen de s'adresser à un maximum d'individus. C'est effectivement une valeur adoptée et comprise par toutes les civilisations et les espèces du monde. Quelle que soit la période, que nous soyons noirs ou blancs, hommes ou femmes, grands ou petits, finalement, nous sommes tous frères. Mais c'est une énorme blague, ce mec, voilà pourquoi il n'est pas aimé. Il nous parle de nature et de plantes vertes, alors qu'à part Notre-Dame-du-Haut, il n'a construit que des gros blocs de béton. Parce que apparemment, l'urbanisme, c'est le futur. Pardon. Le cœur extérieur, moi je trouve ça génial. Le porche a une structure acoustique incroyable, essentiellement construit pour couvrir des pèlerins. On peut y prononcer des discours devant près de 2000 personnes sans utiliser de système d'amplification. On appelle ce porche la cathédrale de plein air. Je suis sûr que ça vaut vraiment le coup. J'invite tous les pèlerins du monde entier à marcher jusqu'à la chapelle Notre-Dame-du-Haut un 15 août ou un 8 septembre pour assister à un discours sous ce phénomène acoustique de dingue. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ce bâtiment une chapelle? J'en sais rien. Smile un peu. Yo. Si l'aventure t'intéresse et que tu as envie de me rejoindre sur les routes ou bien si tu as envie de m'accueillir chez toi, tu peux m'envoyer un mail. En attendant, je t'invite à partager la vidéo, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube, et tu peux liker ou lâcher un commentaire. À vite!